Mon frère soupçonnait mon fiancé de me tromper et me l'a dit la veille du mariage, mais cela ne s'est pas arrêté là. La maison était étrangement calme pour une veille de mariage. La robe de mariée pendait dans le coin de la pièce, le voile soigneusement drapé sur une chaise. Tout était prêt. Ou presque. J'essayais de me détendre avec une tasse de thé, mais l'excitation, mêlée à une légère anxiété, me maintenait sur le qui-vive. Liam, mon fiancé, était à mes yeux tout ce qu'on pouvait espérer. Charmant, drôle, loyal. Notre histoire semblait parfaite. Alors, lorsque j'entendis frapper à la porte, je fus surprise de trouver mon frère Jacques de l'autre côté. Il tenait son téléphone d'une main, ses clés dans l'autre, et avait cet air préoccupé qui le caractérisait lorsqu'il essayait de trouver les mots justes. « Salut. Je peux entrer ?» demanda-t-il doucement, son regard fuyant croisant à peine le mien. Je hochai la tête, curieuse mais légèrement agacée. Jacques n'avait jamais été du genre à s'immiscer dans mes affaires, encore moins avec cette nervosité qui transparaissait dans chacun de ses gestes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en refermant la porte derrière lui. Il prit une profonde inspiration, hésitant comme s'il cherchait encore à formuler ce qu'il voulait dire. « Écoute, Anna, j'ai réfléchi à tout ça, à demain, à Liam. Et, je pense qu'on devrait parler. » Un froncement de sourcils apparut sur mon visage. « Parler de quoi ? Tout est réglé, Jacques. » Il détourna les yeux, jouant nerveusement avec ses clés. « Je ne pense pas que tu devrais te marier avec lui. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans un lac calme. Je restai figé un instant, incapable de comprendre ce qu'il venait de dire. « Pardon ?» murmurai-je, cherchant une explication logique à cette déclaration soudaine. « Je sais que ça peut paraître fou, mais il y a des choses que tu ignores. J'ai fait des recherches, parlé à des gens. Ce type n'est pas celui que tu crois. » Je clignai des yeux, essayant de digérer ces paroles. Une boule d'incompréhension et de colère monta dans ma gorge. « Des recherches ? Qu'est-ce que tu veux dire, Jacques ? Tu es en train de dire que tu as espionné mon fiancé ? » Il fit un pas en avant, levant les mains comme pour calmer les choses. « Pas exactement, c'est juste que des trucs ne collaient pas, alors j'ai vérifié. Et ce que j'ai trouvé ?» Sa voix se brisa légèrement. « S'il te plaît, fais-moi confiance. » Il y avait quelque chose dans son regard, une douleur mêlée de désespoir, qui me troubla plus que ses paroles. Mais cette émotion fut vite submergée par une vague de colère. « Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ?» Ma voix tremblait malgré mes efforts pour rester calme. « Pourquoi tu fais ça, Jacques ? C'est quoi ton problème ?» Il hésita, cherchant visiblement à trouver les mots pour me convaincre. « Ce n'est pas contre toi, Anna. Je veux juste que tu sois heureuse, vraiment heureuse, et je crois que Liam. » « Tu ne sais rien de Liam, » le coupai-je, ma voix se brisant sous l'émotion. « Tu veux gâcher mon mariage ? C'est ça, Jacques ?» Il recula légèrement, comme si mes mots l'avaient frappé. « Je ne veux rien gâcher, » murmura-t-il. « Mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. » Je sentis mes mains trembler. Les émotions tourbillonnaient en moi, confusion, colère, peur. Pourquoi mon frère faisait-il cela, maintenant, à la veille du jour le plus important de ma vie ? Était-ce de la jalousie ? Une tentative de sabotage pour une raison obscure ? Je pointai la porte. « Si tu n'es pas capable d'être heureux pour moi, alors ne viens pas. Je ne veux plus t'entendre. » Il me regarda longuement, comme s'il espérait encore que je changerais d'avis. Puis, sans un mot de plus, il sortit. Je restai là, seul, le silence de la maison me paraissant soudain écrasant. Cette nuit-là, malgré tous mes efforts, je ne trouvais pas le sommeil. Les paroles de Jacques résonnaient dans mon esprit. Une partie de moi voulait tout rejeter, croire qu'il s'agissait d'un malentendu ou d'une erreur. Mais une petite voix dans un coin de ma tête me soufflait une question que je n'arrivais pas à ignorer. Et si Jacques avait raison ? Le matin du mariage semblait parfait. Les rayons dorés du soleil traversaient les rideaux légers, illuminant chaque détail préparé avec soin. Les bouquets délicatement alignés, la robe suspendue, éclatante sous la lumière, et les chaussures scintillantes prêtes à être portées. La maison bourdonnait d'activité. Les demoiselles d'honneur allaient et venaient, ajustant les derniers détails avec un enthousiasme contagieux. Pourtant, sous cette façade éclatante, un malaise sourd grandissait en moi. Les mots de Jacques, murmurés la veille, ne cessaient de tourner dans ma tête, comme une chanson que je n'arrivais pas à oublier. Je m'efforçai de me concentrer sur les préparatifs. Les rires autour de moi, les encouragements des demoiselles d'honneur, même la musique en fond semblait m'éloigner de ces pensées persistantes. Je souriais, je hochais la tête, je jouais le rôle qu'on attendait de moi. Mais un frisson me parcourut lorsque je pris enfin place dans la voiture qui devait m'emmener à l'église. Une ombre fugace traversa mon esprit, une intuition que je refusais de reconnaître. Et si Jacques avait eu raison ?
Lorsque j'arrivai devant l'église, l'excitation des invités atteignait son apogée. Les murmures s'estompèrent alors que la musique commençait, et je respirai profondément avant de poser un pied dans l'allée centrale. Chaque pas résonnait légèrement sur le sol, le bruissement de ma robe accompagnant le rythme lent de mes mouvements. Tous les regards étaient tournés vers moi, mais je ne voyais que lui, debout près de l'autel. Liam. Il était là, dans son costume sombre. Mais quelque chose n'allait pas. À mesure que je m'avançais, l'étrangeté grandissait. Sa posture semblait rigide, presque maladroite. Ses traits, habituellement si chaleureux, étaient figés. Était-ce la lumière ou un détail que je ne parvenais pas à saisir? Je secouai la tête, tentant de chasser cette impression troublante. À quelques pas de l'autel, tout s'écroula. Ce n'était pas Liam. C'était Jacques. Je m'arrêtai net, mes jambes refusant d'avancer davantage. Mon souffle se coupa, et une vague glacée déferla sur moi. Les invités, dans un murmure collectif, semblaient tout aussi stupéfaits. Jacques se tenait là, immobile mais tendu, une enveloppe pliée dans ses mains. Il me regardait, son expression un mélange de gravité et de regret profond. Il avança d'un pas, tendant la lettre dans ma direction. Je ne bougeai pas au début, incapable de comprendre. Finalement, mes doigts tremblants saisirent l'enveloppe. L'air me sembla soudain lourd, chaque son autour de moi atténué. En ouvrant la lettre, mes yeux tombèrent sur l'écriture familière de Liam. Les mots, griffonnés à la hâte, semblaient peser une tonne. Il s'excusait. Il avouait tout, son mariage secret, ses dettes qu'il espérait dissimuler à travers notre relation, et la confrontation avec Jacques qui l'avait poussé à fuir. Tout ce que je pensais savoir sur lui s'effondra en quelques lignes. La lettre m'échappa des mains et flotta doucement jusqu'au sol. Mon visage brûlait de honte, tandis qu'une onde glaciale me traversait. Les murmures dans l'église devinrent plus intenses, mais je n'entendais rien d'autre que les battements frénétiques de mon cœur. Mes jambes menaçaient de céder, et je me sentis vaciller. Jacques fit un pas en avant, posant doucement une main sur mon bras, son geste à la fois réconfortant et protecteur. « Anna » murmura-t-il, sa voix basse mais ferme. « Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Mais je ne pouvais pas te laisser faire une erreur. » Je levai les yeux vers lui, cherchant une réponse, un sens à tout cela. Mais ce que je vis dans son regard, ce n'était ni de la fierté ni de la satisfaction, mais une douleur sincère, mêlée d'une détermination inébranlable. Les émotions se bousculaient en moi, honte, colère, tristesse. Mais au milieu de ce chaos, une étrange reconnaissance émergeait. Jacques avait brisé ce jour parfait, mais il m'avait protégé d'un mensonge bien plus grand. Les invités continuaient de murmurer, leurs regards fixés sur nous, mais leur voix semblait lointaine. Jacques ne bougea pas. Il resta là, immobile, solide comme un roc. Et pour la première fois depuis longtemps, je réalisai qu'il avait toujours été là, prêt à me rattraper lorsque je tomberais. Ce jour-là, sous le poids des regards et des révélations, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais perdu Liam, mais dans ce chaos, j'avais retrouvé quelque chose de bien plus précieux. Mon frère. Les jours qui suivirent le mariage manqué furent comme suspendus dans une étrange apathie. La maison, si vibrante de vie et d'excitation les semaines précédentes, semblait maintenant figée dans le temps. Chaque détail autrefois porteur de joie était devenu une relique pesante. Les fleurs fanées abandonnées sur la table, les décorations laissées à l'abandon, et surtout, la robe de mariée suspendue dans ma chambre. Elle était là, imposante, comme un rappel oppressant d'une promesse brisée. Je vivais dans un silence presque total. Les appels et messages s'accumulaient sur mon téléphone, ignorés. Même les mots de mes parents, malgré leur bonne intention évidente, me paraissaient insupportables. Je n'avais pas la force de répondre, pas l'énergie pour affronter leurs questions ou leurs tentatives de réconfort. Mais parmi cette avalanche de notifications, il y avait celle de Jacques. Contrairement aux autres, ses messages étaient courts, simples, et surtout dépourvus de pression. Toujours les mêmes mots, « Je suis là si tu veux ». Une semaine entière passa avant que je trouve le courage de composer son numéro. Quand il décrocha, il n'y eut pas d'exclamation, pas de soulagement audible. Sa voix était calme, mesurée, presque prudente, comme s'il craignait de dire quelque chose qui me ferait raccrocher. Peu de temps après, il était là. Jacques entra dans la maison sans bruit, sa démarche empreinte d'une discrétion qui n'était pas habituelle chez lui. Il s'assit sur le canapé du salon, laissant quelques pas entre nous, le dos légèrement voûté, ses mains croisées sur ses genoux. Il avait l'air fatigué, comme s'il portait encore le poids de ce qu'il avait révélé. Un long silence s'installa, mais il n'était ni pesant ni inconfortable. Il semblait simplement faire partie du processus, comme si aucun de nous ne savait comment entamer cette conversation. Finalement, ma voix brisa le calme, faible et presque hésitante. Pourquoi avoir attendu jusqu'au dernier moment?
Jacques se redressa légèrement, mais il ne répondit pas tout de suite. Ses mains s'agitaient légèrement, comme si elles trahissaient une nervosité qu'il ne laissait pas transparaître sur son visage. Quand il parla enfin, ce ne fut pas de manière directe. Ses phrases venaient par fragments, comme s'il assemblait un puzzle à voix haute. Il raconta comment tout avait commencé par une conversation innocente avec un collègue qui avait reconnu Liam sur une photo. Ce collègue avait mentionné des détails troublants, assez pour éveiller des doutes. Jacques avait d'abord hésité, pensant qu'il se trompait ou exagérait. Mais plus il creusait, plus les preuves s'accumulaient, jusqu'à devenir irréfutables. Puis, il parla de cette confrontation de dernière minute, la veille du mariage. Il avait donné à Liam un choix simple, partir ou tout révéler lui-même. Liam avait choisi de fuir, laissant Jacques avec le fardeau de porter cette vérité seul. Je restais immobile, écoutant ses paroles, absorbant chaque mot comme un coup de marteau sur une vérité que je ne voulais pas entendre. C'était comme assembler un puzzle dont l'image complète me paraissait encore insupportable. Finalement, je demandai doucement, « Et toi? Comment tu as vécu ça ?» Il détourna le regard un instant, comme s'il cherchait ses mots. Sa réponse fut courte, presque une esquive, ce n'était pas facile. Ce furent ses gestes, son regard, bien plus que ses mots, qui me frappèrent. Jacques n'avait rien à gagner dans cette histoire. Sa décision n'avait pas été prise à la légère. C'était une conviction, un choix qu'il avait fait pour moi, malgré tout ce que cela lui coûtait. Dans les jours suivants, nos échanges devinrent plus fréquents. Parfois, nous parlions de tout sauf de ce qui s'était passé. Nous évoquions des souvenirs d'enfance, des rêves pour l'avenir. D'autres fois, le silence entre nous suffisait, rempli de compréhension implicite. Quant à Liam, il ne chercha jamais à reprendre contact. Cela ne me surprit pas, en vérité, c'était mieux ainsi. Un matin, alors que je rangeais enfin la robe de mariée dans son étui, un sentiment nouveau m'envahit. Ce moment n'était pas une fin tragique, mais un début. Jacques n'avait pas seulement brisé mon mariage, il m'avait protégé d'une vie construite sur des mensonges. Alors que la lumière du jour traversait doucement les rideaux, je compris que, malgré tout, je n'étais pas seul. Je n'avais peut-être pas choisi cette voie, mais j'avais quelqu'un à mes côtés pour m'aider à la parcourir. Et pour la première fois depuis longtemps, cela me semblait suffisant. Les semaines qui suivirent furent étranges, oscillant entre un vide pesant et une envie irrésistible de bouger. Chaque jour, je m'efforçais de maintenir un semblant de routine. Sortir pour une courte promenade, ranger un coin de la maison, essayer une nouvelle recette. Ces gestes, aussi insignifiants semblaient-ils, avaient un effet apaisant. Ils m'aidaient à remettre un pied devant l'autre, comme si, en remplissant ces petites tâches, je pouvais combler le vide laissé par les récents événements. Jacques continuait de passer de temps en temps, toujours à sa manière discrète et mesurée. Il arrivait avec un café fumant ou un sac de courses, lançait une conversation légère sur tout sauf le mariage. Il parlait du voisinage, des dernières nouvelles, de souvenirs d'enfance oubliés. Jamais il ne demandait directement comment j'allais. Il savait que je n'aurais pas su répondre. Mais il restait là, sans jugement, sans attente. C'était une présence rassurante, comme un phare dans le brouillard. Un après-midi, alors que nous trions des cartons dans le salon, Jacques ouvrit une boîte remplie de décorations du mariage annulé. Je remarquai sa pose, presque imperceptible, comme s'il hésitait à continuer de fouiller, craignant de tomber sur quelque chose de trop douloureux. Ses gestes ralentirent, mais il ne dit rien. Je regardais sans vraiment voir, les pensées tourbillonnant dans mon esprit. Puis, presque malgré moi, les mots sortirent. « Tu crois que ce genre de choses s'efface un jour ?» Il s'arrêta, tenant un objet dans ses mains sans vraiment le regarder. Son regard se perdit un instant, cherchant une réponse dans le vide. Après une longue pause, il reposa doucement l'objet et hocha la tête, lentement. Pas un hochement affirmatif ou négatif, mais un geste qui disait tout. Ce n'est pas une question d'effacer, mais de continuer malgré tout. Ce moment de silence fut plus éloquent que n'importe quel discours. Il m'aidait, non pas en minimisant ce que j'avais traversé, mais en m'encourageant à avancer, un pas à la fois. Ces instants de calme avec Jacques m'apaisaient, et petit à petit, je commençais à réintégrer d'autres personnes dans ma vie. Émilie, une amie proche que j'avais négligée pendant les mois de préparation au mariage, m'invita à déjeuner. Assise en face d'elle dans un petit café, je racontai enfin ce qui s'était passé. Elle écouta attentivement, sans interrompre, avant de poser sa tasse avec un sourire pensif. « Tu sais, dit-elle, parfois, les gens qui nous connaissent le mieux voient des choses qu'on oublie sur nous-mêmes. Peut-être que Jacques voyait ta valeur, même quand toi, tu ne la voyais plus. » Ces paroles me restèrent en tête bien après notre rencontre. Peut-être avait-elle raison. Peut-être avais-je perdu de vue ma propre valeur en m'accrochant désespérément à une relation qui ne me méritait pas. Quelques semaines plus tard,
Un coup de fil inattendu changea le cours des choses. Une collègue m'informa qu'un poste s'ouvrait dans une autre ville. L'idée de partir me terrifiait autant qu'elle m'attirait. C'était une chance de tout recommencer, mais c'était aussi un saut dans l'inconnu. J'en parlais à Jacques lors de sa prochaine visite. Il m'écouta en silence, les bras croisés, son visage impassible. Quand je finis, il me regarda avec ce mélange de confiance et de certitude qui ne nécessitait aucun mot. Ce léger sourire, cet air qui disait clairement « Tu sais déjà ce que tu dois faire ». C'était tout ce dont j'avais besoin. Quelques jours plus tard, j'acceptai l'offre. Le jour de mon départ, Jacques vint m'aider à charger les cartons dans ma voiture. Nous travaillions en silence, concentrés, mais ce silence n'avait rien d'inconfortable. Quand tout fut prêt, il posa une main sur mon épaule, son geste parlant à sa place. Il n'avait pas besoin de dire qu'il était fier, ou que tout irait bien. Son regard le disait pour lui. Alors que je m'éloignais dans ma voiture, un mélange d'émotions m'envahit. Une tristesse douce en quittant ce que je connaissais, une excitation timide pour ce qui m'attendait, et une peur sourde face à l'incertitude. Mais au milieu de tout cela, une certitude persistait. Peu importe où j'allais, Jacques serait toujours là, mon pilier immuable. Ce départ n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait moins effrayant, presque prometteur. La ville avait une douceur presque inattendue. Les rues bordées d'arbres formaient des tunnels de verdure, et le rythme tranquille des passants contrastait avec l'agitation à laquelle j'étais habitué. Les vitrines des petits commerces dégageaient un charme modeste, des librairies indépendantes, des cafés à l'ancienne, et des boutiques de fleurs dont l'air embaumait les trottoirs. C'était un endroit qui semblait fait pour respirer à nouveau. Mon appartement, niché au dernier étage d'un immeuble simple, baignait dans une lumière dorée. Les fenêtres laissaient entrer un éclat chaleureux qui se reflétait sur les murs encore un peu nus. Chaque meuble que je déballais, chaque objet que je plaçais, semblait trouver sa place avec une facilité étrange, comme si ce lieu m'attendait. Ces gestes, aussi banals soient-ils, résonnaient comme une métaphore. Un effort silencieux mais délibéré pour reconstruire quelque chose à partir des morceaux épars de ma vie. Les premiers jours furent calmes, presque trop calmes. Mais ce silence, loin d'être pesant, avait une qualité différente. Il n'était pas rempli de regrets ou de douleurs, comme celui qui m'avait suivi après l'échec du mariage. Ici, le silence semblait offrir un espace. Un espace pour respirer, réfléchir, et surtout, m'approprier cette nouvelle vie. Cherchant à m'ancrer dans cette routine naissante, je m'inscrivis à un cours de yoga. C'était une décision prise sur un coup de tête, presque pour me forcer à sortir. Les premières séances furent maladroites. Mes mouvements étaient hésitants, chaque posture me rappelant à quel point j'étais encore loin d'un équilibre, autant physique qu'émotionnel. Mais peu à peu, ces instants où l'on se concentre uniquement sur sa respiration et ses appuis devinrent un refuge. Chaque session me laissait plus calme, plus ancré dans le présent. Au travail, je découvris un rythme apaisant. L'équipe m'accueillit avec chaleur, et rapidement, une collègue sortit du lot, Grace. Elle avait ce don rare de rendre chaque situation plus légère. Ses éclats de rire résonnaient dans les bureaux comme un baume, et ses anecdotes pleines de couleurs semblaient éclater comme des feux d'artifice. Elle insista pour me montrer la ville après le travail, m'emmenant dans des cafés aux allures vintage, des parcs méconnus où elle connaissait chaque recoin. Ces moments avec elle devinrent des bouffées d'air frais, des fragments de joie dans une routine encore fragile. Jacques, quant à lui, était toujours là, même à distance. Nos appels étaient réguliers, empreints d'une simplicité qui ne demandait rien de plus. Il n'avait pas besoin de poser de grandes questions ou de chercher à savoir comment j'allais vraiment. Ses plaisanteries légères, parfois absurdes, suffisaient à me rappeler qu'il veillait. Ces conversations, sans que je m'en rende compte, étaient devenues une encre. Elle me rappelait qu'il avait toujours été là, surtout dans les moments où tout semblait s'écrouler. Un soir, alors que je finissais de déballer un dernier carton, mes doigts tombèrent sur une vieille photo. Jacques et moi, enfants, assis sur les marches de la maison familiale. Il portait ce sourire espiègle que je lui connaissais si bien, et moi, j'affichais un sourire timide, presque incertain. Je restai là un moment, la photo entre les mains, le regard fixé sur ce souvenir figé dans le temps. Une vague de nostalgie me submergea, mais elle était douce, apaisante. Ce cliché me rappela que, malgré les tempêtes du passé, certaines choses restaient intactes, les liens qui comptent vraiment. Avec le temps, cette sensation de renouveau s'amplifia. Ce n'était pas un oubli des blessures ni une rupture nette avec le passé, mais une sorte de tissage. Une reconstruction lente, où chaque fil avait sa place, où chaque morceau de douleur ou de joie contribuait à former quelque chose de nouveau. Un matin, en traversant un parc, je m'arrêtai pour observer. Le soleil, filtrant à travers les branches des arbres,
projetait des éclats dorés sur l'herbe encore humide de rosée. Les rires d'enfants jouant au loin flottaient dans l'air frais, et je pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentis une légèreté sincère, comme si tout était encore possible. Ce moment, simple mais chargé de sens, ne marquait pas une fin, ni même un début. C'était la suite, un chemin qui se poursuivait, avec des possibilités infinies. Une histoire qui n'était pas terminée, mais qui se réécrivait doucement, avec la promesse que, parfois, le renouveau peut être plus beau que ce qui était prévu.